Alors, je vais vous présenter Sébastien Gare, qui est aujourd'hui notre invité pour ce café pédagogique. Donc, Sébastien a bénéficié d'un chèque projet pour financer une réflexion pédagogique autour du Jigsaw qu'il va nous présenter. Il va nous dire comment est-ce qu'il a travaillé. Donc, Sébastien travaille à la Haute École de gestion dans la filière informatique de gestion en priorité ou peut-être en exclusivité. Et puis, il va vous expliquer voilà, comment ça s'est passé pour lui et surtout ce qu'il a fait durant ce chèque projet. Sébastien, c'est à toi. Parfait, merci. Puis donc, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, merci à Nathalie pour m'avoir donné l'opportunité de présenter ce qu'on a fait dans le cadre de ce chef projet, de cette opportunité de réfléchir un peu sur notre façon d'enseigner. Donc, elle m'a déjà entièrement présenté. Je suis prof à l'informatique de gestion. J'enseigne également en économie à Sierre. Et on était trois personnes pour ce projet. Donc, j'ai également Fabrizio qui est présent dans le call aujourd'hui, si jamais pour des questions. Et puis, Niklas Meyer qui également enseigne en filière économie. Juste d'un point de vue organisationnel, je propose que vous m'interrompiez si vous avez des questions, surtout si certaines personnes doivent partir un peu plus tôt. Comme je vais partager mon écran, Nathalie, n'hésite pas à me dire quand il y a des mains qui sont levées et que je ne le vois pas. Volontiers. Juste une question, est-ce que c'est que Oui. chez moi qu'il y a un souci de tonalité ou c'est un problème avec le micro, Sébastien? Je ne sais pas, est-ce que les autres, vous m'entendez? Ah, là, on t'entend mieux, soudain. Ok, je viens juste de le décaler un poil. Ok. Peut-être que Ça c'est va ça. mieux? Ouais, Ça ça va va mieux mieux. comme ça? Oui, c'est parfait. D'accord. Ok, très bien. Si jamais vous me le redites. Donc, l'idée de cette petite présentation, c'est de vous expliquer comment est-ce qu'on a implémenté la méthode Jigsaw dans le cadre d'un nouveau curriculum pour enseigner l'utilisation de SAP Business One et des processus d'affaires. Donc, le contexte du projet, dans le cadre de la filière informatique de gestion, on a en première année un module qui s'appelle Organisation d'entreprise. Et dans le cadre de ce module, on explique comment fonctionne une société, quels sont les processus d'affaires standards, quels sont les différents départements, comment la compta fonctionne, les ressources humaines fonctionnent, les achats, les ventes, la gestion des stocks, etc. Donc, l'idée, c'est qu'ils comprennent vraiment comment une entreprise travaille de manière standard. Et c'est dans le cadre de l'axe gestion, qu'on appelle ça chez nous. Donc, on a plusieurs axes, un axe plutôt technique informatique et puis l'axe vert qui est l'axe de gestion. Et un des problèmes qu'on a observé dans le cadre de ce module, c'est un certain manque des fois de motivation et d'implication des étudiants. Et on a essayé de réfléchir comment corriger un petit peu ce problème. Et c'est là qu'il y a eu une discussion avec Nathalie qui nous a dit, mais nous, on a des chèques pour justement permettre la réflexion autour des pratiques et essayer d'innover, de changer un peu les choses pour améliorer la situation. Donc, on a lancé ce projet et on l'a fait en collaboration avec la HEP, avec le professeur Hervé Barras, qui nous a fourni un petit peu le support méthodologique et la connaissance pédagogique pour travailler dans notre changement sur le curriculum. Ça, c'est un petit peu le contexte. Et ce qu'on a essayé de faire, déjà, c'est de favoriser la collaboration et la proactivité au sein des étudiants. Vraiment dans le but d'augmenter l'implication, la motivation, qu'ils soient un peu plus engagés au sein de ce cours. Une contrainte importante, c'est qu'on voulait bien sûr garder le même niveau d'exigence, donc les mêmes compétences atteintes à la fin du module, les mêmes connaissances acquises à la fin du module. Donc, dans le terme de livrable, ce que l'on a créé, c'est deux éléments. Il y a un élément qui est plutôt technique, puisqu'on est en informatique de gestion, on a un environnement de travail avec une application qui s'appelle SAP Business One, dans lequel on a voulu mettre en place une nouvelle version, des nouvelles données, justement pour être un peu plus moderne, quelque chose qui est un petit peu au top de l'état de l'art. Et dans une deuxième partie, l'aspect plutôt pédagogique avec les supports de cours, guides pour les enseignants pour implémenter cette méthode Jigsaw dans le cadre de leur cours. L'idée des livrables, c'est d'en faire un package pour que ça puisse aussi être transmis éventuellement à d'autres universités intéressées à enseigner cette même matière. On a mis ça en place dans le cadre du chèque, du petit projet, et on l'a expérimenté dans un semestre justement sur ce module en informatique de gestion. Ça, c'est un petit peu le contexte et les objectifs. Maintenant, quand on parle de la méthode Jigsaw, qu'est-ce que c'est? Initialement, on était parti un petit peu sur une approche de vouloir faire du serious gaming en disant, voilà, c'est un peu plus fun, c'est un peu plus engageant, c'est sympa. Mais en discutant avec Hervé Barras, des vraies problématiques d'engagement et de la motivation, il nous a suggéré plutôt de regarder cette méthode. Donc, la méthode Jigsaw, c'est pas en soi extrêmement récent, ça existe depuis pas mal d'années, mais là, on a un petit peu innové, c'est l'application par rapport à notre cours.
Donc, Jigsaw, ce que c'est une approche pédagogique coopérative où on va forcer les étudiants à acquérir de la connaissance suffisamment bien pour qu'ils puissent également l'enseigner à leurs pairs, aux autres étudiants. Donc, ils sont obligés de coopérer ensemble, ils sont obligés de travailler ensemble pour pouvoir atteindre les objectifs du cours. Comment ça fonctionne en 5 étapes? D'abord, on forme des groupes, 5-6 personnes, 4 personnes minimum, donc des différents groupes dans la classe d'étudiants qui vont être chargés de faire la présentation finale à l'étape 5. Une fois que ça s'est fait, le professeur ou l'enseignant va expliquer quels sont les thèmes à apprendre. Par exemple, dans notre cas, c'est la vente, ou la compta, ou la gestion des ressources humaines. On va avoir un certain nombre de thèmes qui sont définis par le professeur, et chacun des étudiants dans chacun des groupes va recevoir un thème. Une fois que ces thèmes ont été assignés, donc les personnes qui ont reçu le même thème, par exemple la vente, vont sortir des groupes et se retrouver entre eux pour former ce qu'on appelle un groupe d'experts. Donc si moi j'ai reçu le thème de comment est-ce que je fais une saisie d'une facture dans la compta, dans mon premier groupe, j'ai mon collègue Nicolas qui est dans le deuxième groupe qui a également reçu le même thème, on va se retrouver ensemble et on va commencer à creuser le sujet. On va essayer d'apprendre, on va regarder la doc, des vidéos, l'application. On va essayer d'apprendre le plus possible sur ce thème-là, puisqu'on est censé devenir un expert. Une fois qu'on a fait cette partie d'auto-formation, disons, qui peut être également un petit peu appuyée par le professeur pour me dire est-ce que tu as regardé ça, est-ce que tu as regardé ça, est-ce que tu n'as pas oublié cette vidéo, etc. Les experts reviennent dans le groupe de base. Et là, c'est le rôle des experts d'apprendre, d'enseigner, d'expliquer aux autres membres du groupe. Donc chacun, en fait, est la pièce du pulse avec sa spécialité, son expertise, et c'est uniquement en complétant les expertises qu'on obtient la vision globale du sujet qui était à traiter dans le cadre du cours. Donc les experts, ils partagent leurs connaissances au sein du groupe, de manière à ce que le groupe, au final, puisse faire une présentation complète du sujet qui était à couvrir dans le cadre du cours. Comme chacun des groupes de base a couvert les mêmes thèmes, au final, on peut faire des évaluations entre les équipes, il y a des questions, des corrections, donc tout le monde peut commenter les différentes présentations et au final, le professeur peut ramener sa touche à lui pour rajouter des éléments qui ont été oubliés ou bien faire des petites corrections. Ça, c'est un peu la théorie et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place dans le cadre des processus d'affaires, donc du module d'organisation de l'entreprise. Donc, ce même découpage, vous le voyez présenté un petit peu différemment avec des colonnes au lieu de lignes, mais on est sur les 5-6 étapes pareil de Jigsaw. Donc, dans notre idée, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une première 45 minutes où le prof présente le thème de la journée, définit les groupes, explique comment la méthodologie fonctionne et assigne ensuite un thème à chacune des personnes. Ces personnes vont former, dans ce cas, c'était 6 groupes, les groupes A, B, C, D, E, F, qui sont les groupes d'experts. Avec ici, on a le cas des achats. Donc, on a les commandes d'achat, comment est-ce qu'on fait ça dans le système, comment est-ce que ça se fait de manière générale, un département des achats qui fait les appels d'offres, etc. Comment est-ce qu'on reçoit la marchandise, comment est-ce qu'on gère les factures, comment est-ce qu'on fait le paiement. Ensuite, gestion des exceptions, si on reçoit trop, s'il y a un carton qui est tombé du camion, qui est endommagé, etc. Donc, vraiment, les processus et les activités standards en entreprise. Une fois que cette recherche a été faite, on a prévu des plages un petit peu de 45 minutes, on retourne dans les groupes de base et chacun explique son domaine de manière précise à ses collègues. Une fois que ça s'est fait, on revient en plénum. Chacun des groupes fait la présentation complète, détriant 3 groupes dans ce cas-là, et puis après, il y a le professeur qui utilise le matériel qu'on lui a préparé, qui contient toute la connaissance, toute la théorie, toutes les compétences qu'on veut acquérir pour faire les corrections finales. Ça, c'est vraiment la partie Jigsaw, disons, officielle, un standard. Puis nous, on a rajouté quand même un petit cas d'étude à la fin, où l'étudiant, en utilisant toutes les connaissances acquises durant le module, réalise de manière indépendante, autonome, un petit cas d'étude des exercices, pour pouvoir également s'entraîner en plus sur le système. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on a mis en place. On a, dans le cas du chèque, on a pu transformer 3 cours, 3 sujets selon la méthode Jigsaw. Donc, notre module cette année a eu une approche mixte avec une approche classique,
Donc, c'est toujours ça, en frontal, avec le prof qui montre les exercices, etc. Et puis 3 cours avec l'approche collaborative Jigsaw. Les étudiants ont accepté qu'on les filme, donc je vais vous montrer quelques vidéos pour voir à quoi ça ressemble. Et ensuite, la plupart des étudiants ont rempli un questionnaire pour dire s'ils étaient plus satisfaits, moins satisfaits, plus engagés, moins engagés, quelle était leur perception par rapport à cette méthodologie, par rapport au cours classique. Donc là, j'ai juste quelques petites vidéos que je peux vous montrer. Donc on a une première ici. On voit que les étudiants, je vais couper le son. Ici, on est sur les groupes d'experts qui sont en train de chercher l'information au sujet d'un module ou d'un processus d'affaires. On voit quand même là qui sont plus engagés que d'autres. Toujours pareil, certains sont un petit peu intimidés par la caméra. Donc là, ce sont vraiment les futurs experts de chacun des Une fois que cette phase d'apprentissage est faite, eh bien, on se retrouve à la phase de diffusion, où on a chacun des experts au sein du groupe de base qui va présenter et expliquer sa partie. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu le déroulement. Les résultats du projet. Là, ça va être un petit peu intéressant. Donc, on leur a posé déjà la question, est-ce qu'ils étaient motivés, intéressés par le sujet avant le début du cours? On voit qu'on a été de manière générale intéressés, c'est pour ça qu'ils sont inscrits en informatique de gestion, enfin je l'espère. Certains n'étaient pas du tout intéressés, probablement qu'ils sont plutôt dans la branche technique. Mais voilà, donc on avait un mix assez intéressant de réponses. Et la partie est plutôt positive, c'est que l'intérêt pour le sujet, après avoir suivi les 3 cours, donc introduction à l'achat et vente sur la méthode Jigsaw, a de manière générale augmenté. Donc ils ont trouvé ça bien, ils ont trouvé ça vraiment plutôt positif. Par contre, là où c'est un petit peu moins positif, c'est le côté motivation et préparation. Donc, en posant la question après le cours, certains ont dit, et la plupart ont dit, c'est du pareil au même, en termes de motivation. Ils se sont dit, oui, voilà, une méthode c'est bien, mais l'autre méthode c'est bien aussi, il n'y a pas que des avantages, il n'y a pas que des désavantages. Là, mais certains qui ont trouvé ça moins bien. Et finalement, la part qui me trouvait ça vraiment plus motivant, alors que c'était l'objectif initial du projet, est assez faible. Là où c'est un peu plus inquiétant, alors de nouveau, c'est une perception, c'est dans leur réponse au questionnaire, ils se sont sentis généralement moins bien préparés pour l'examen. Moins bien préparés, ils ont pensé avoir acquis moins de compétences. C'est ce qu'on retrouve également sur cette autre question. Est-ce que vous pensez avoir acquis plus ou moins de compétences entre la nouvelle méthodologie et l'ancienne méthodologie? Ça ne s'est pas forcément révélé aux examens. Donc aux examens, on avait plus ou moins pareil que les autres années, mais en termes de perception, les étudiants se sentent moins prêts avec cette méthode Jigsaw. Et après, la question un petit peu qui fâche, c'est est-ce que vous avez trouvé la méthode Jigsaw mieux ou moins bien que l'enseignement traditionnel? Là, on est clairement sur un 2/3 d'étudiants qui préféraient l'enseignement traditionnel. Dans le cas de ces questionnaires, j'ai ressorti juste 2-3 petits extraits. Au niveau des enseignants, donc on avait justement Niklas, on avait Fabrizio aussi. De nouveau, c'est un petit peu mezzo-mezzo, en disant que le mieux, ça serait d'avoir un mélange entre la partie traditionnelle et la partie Jigsaw. C'est également ce qu'on retrouve aussi dans les commentaires des étudiants. Certains étudiants ont vraiment souligné l'effort, l'intention d'essayer de rendre le cours plus intéressant, plus motivant. Mais de nouveau, il y a cette partie incertitude, ils ne sont pas vraiment sûrs d'eux et ils aiment bien avoir le professeur qui leur dit qu'est-ce qu'il faut faire, leur donner des explications claires et des corrections. Donc c'est pour ça que quand on y réfléchit, faire le mix, c'est bien, mais avoir vraiment la partie documentation, la partie théorie qui est transmise à l'enseignant et qui pourra redonner à la fin du cours pour clarifier tous les éléments qui ne sont pas suffisamment creusés par les étudiants, c'est vraiment important. Il faut voir que l'étudiant, il ne sait pas qu'il ne sait pas en fait. Si on lui dit, voilà, cherche-moi comment est-ce qu'on génère une offre d'achat dans le système, il a certains a priori, il peut lire la documentation, et s'il oublie complètement un aspect,
il ne peut pas le savoir. Il a besoin d'avoir quelqu'un d'externe qui a l'expérience déjà pour lui dire regarde peut-être cette vidéo, tu as oublié un élément pour le transmettre après à tes différents collègues. Donc en conclusion sur cette expérimentation, on a vu une augmentation de l'intérêt, mais pas forcément de la motivation. Donc l'objectif initial n'était pas rempli à 100% par rapport à cette expérimentation. Et il y a clairement une diminution de la perception, de l'acquisition des compétences et des connaissances de la part des étudiants qui se sentent clairement moins à l'aise avec cette méthodologie. Après, on va quand même relativiser dans le sens où c'était une expérimentation sur une classe durant un semestre. Et les formateurs eux-mêmes n'étaient pas vraiment à l'aise avec ou alors expérimentés avec cette méthodologie, puisque c'est la première fois qu'on l'appliquait. C'était assez nouveau. Donc, c'est possible que sur la durée, avec plus de classes, on obtienne des résultats un petit peu différents. Donc, pour conclure, je dirais déjà que c'est très intéressant d'avoir l'opportunité de réfléchir à sa méthodologie, d'en voir d'autres, de collaborer avec la HEP qui amène certains éléments qu'on n'a pas forcément nous, qui avons plutôt un background technique en tant qu'informaticien ou en tant qu'économiste. Donc le fait de pouvoir innover, réfléchir à sa pratique, c'est très intéressant. Après, sur l'application, sur le terrain, c'est pas forcément une recette miracle. Donc voilà, ça c'est un petit peu les ressentis que l'on a eu à l'issue de ce projet. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou des éléments supplémentaires que vous vouliez discuter. On a fait un petit peu le tour des éléments présentés. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Oui. Pour cette présentation. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'entendre les retours des collègues. Alors, peut-être en préambule, avant qu'on rentre dans le chaud du sujet, je dirais que ne sois pas trop dur avec les résultats de ton expérimentation. Ce qu'on sait, c'est que dès qu'on fait de l'innovation pédagogique, on dérange les étudiants parce qu'on fait quelque chose à laquelle ils ne sont pas habitués. Du coup, ça les sort de leur zone de confort et ils aiment bien être dans leur zone de confort. En gros, tu les changes de position. Une fois, ils sont tranquillement assis, ils t'écoutent et ils boivent tes paroles comme paroles d'évangile. Puis une autre fois, ils doivent être activés, ils doivent être insécurisés parce que comme ils ne savent pas vraiment s'ils ont la bonne réponse ou pas, en tant qu'experts, ils doivent aller l'expliquer à d'autres qui eux-mêmes remettent en cause leur niveau d'expert qui est relativement jeune comme expertise, on va dire. Ben voilà, ça les place dans une position qui est plus inconfortable et clairement, c'est là qu'on apprend bien quand on est en dehors de sa zone de confort. Donc, après, c'est effectivement ce qu'on a vu peut-être dans les vidéos là aussi. Il y en a qui jouent le jeu très bien. Et après, il y en a beaucoup qui aiment justement rester derrière leur PC à être assez passifs. Et on l'a ressenti aussi dans la plupart des groupes. Il y a toujours 3-4 éléments qui ne participaient pas beaucoup. Peut-être que c'est une question que j'ai par rapport à cette expérimentation. Quel était le retour? Alors, on a vu que le retour de l'expert, quand il explique, il était, je pense que j'ai identifié l'expert, il avait son ordinateur, il présentait quelque chose. Est-ce que le retour était choral ou est-ce qu'il y avait des traces écrites de... Non, il y a à chaque fois des traces écrites, dans le sens où les experts eux-mêmes ont pu préparer déjà certains slides PowerPoint ou certaines documentations, un fichier Word, une marche à suivre sur comment, dans le système, réaliser une certaine opération, par exemple la réception d'une facture. Donc, il y avait la présentation orale et le contenu transmis au groupe de base, puisqu'en fait, tous ces différents contenus fournis par les experts sont ensuite agrégés au sein d'une présentation finale que le groupe donne en plénière au reste de la classe. Ok. Et dernière question, après je laisse les autres poser les questions. Enfin, je monopolise un peu. Toi, tu avais un regard sur ces productions pour voir s'il y avait des erreurs ou est-ce que tu... Oui. Voilà. Alors oui, et ça c'est vraiment très important. Donc on l'a mentionné aussi dans le cadre, nous, en back-office, disons, enfin en préparation du module du curriculum, on avait également des marches à suivre, de la documentation à destination de l'enseignant. Donc l'enseignant, il a accès à toute la connaissance nécessaire pour corriger, compléter des éléments qui manqueraient. Donc une fois qu'il y a les présentations en plénière qui sont faites par les différents groupes, les groupes se corrigent entre eux, se commentent, se posent des questions, etc. Reste le professeur qui prend la parole tout à la fin pour amener les éléments manquants ou les corrections nécessaires. Et ça, c'est très important et ça a été également promotionné par les étudiants qui s'attendent à ça. Oui, ils ont une confiance limitée dans l'expertise de leurs collègues. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Sinon, je continue.
Ça, je me permets une question. En ayant vu les résultats, sans en vouloir trop appuyer là-dessus, c'est plutôt à savoir, est-ce que toi, tu t'attendais à ces résultats ou t'es surpris ou ça confirmait un peu tes attentes? Parce Non, que je suis c'est d'un côté quand plutôt... même assez surprenant. Oui, je suis effectivement plutôt surpris du résultat. Je m'attendais à ce que le fait de travailler ensemble, par groupe, et de devoir un petit peu plus proactif, allait augmenter la motivation et l'implication des étudiants. Après, de nouveau, on est le cas une classe qui est connue pour être pas forcément la meilleure classe de tout le cursus qu'on a eu. Donc voilà, c'est peut-être une exception également, et que si on renouvelait l'expérience à des semestres ultérieurs, on aurait des résultats différents. Parce que personnellement, je suis un peu surpris et des fois, je me dis, on est peut-être, et j'ai discuté plusieurs fois déjà avec Nathalie, des fois, on est peut-être trop vite pour nos étudiants aussi. C'est peut-être un peu la culture que nous avons. Mais voilà, c'était juste un peu Alors, surprenant. alors, je pense que tu as raison aussi sur le fait que c'est des étudiants de première année. Ils sortent du collège, ils sortent de maturité, ils sont habitués à des cours en frontal, à, disons, être assez disciplinés dans leur apprentissage et pas être vraiment dans une approche par projet comme on le fait en troisième année en informatique de gestion où là, ils sont beaucoup plus autonomes. Là, oui, Guillaume, j'ai vu que tu voulais intervenir. Oui, merci pour cette présentation, c'était super intéressant. Et moi, j'avais une question, c'était par rapport au fait que en fait, ça s'est pas vu dans les résultats des examens, en fait, cette différence de motivation ou d'engagement, ou le fait qu'ils étaient déstabilisés par cette modalité. Je me demandais si tu avais des pistes d'explication ou des hypothèses par rapport à ça. Alors, il y a deux éléments. Déjà, une première, c'est que la partie Jigsaw est diluée dans l'ensemble du module, puisque ce n'est que 3 cours qu'on a fait avec la même méthodologie sur les 12. Donc, il y a quand même pas, c'est pas la majorité du contenu qui a été fait avec cette même méthodologie. Et surtout, à la fin, il y a quand même le contenu fourni par le professeur qui leur a permis de réviser par eux-mêmes et de s'assurer d'avoir les connaissances et les compétences nécessaires. Ok. Et puis, tu as dit aussi que ils ne savent pas ce qu'ils savent pas. Oui. Ils ignorent leur ignorance quelque part. Je trouvais super intéressant. Et je me demandais comment est-ce que dans ce processus, vous leur permettez de prendre connaissance de leur ignorance? Alors, ça peut se faire à 2 étapes. Justement, comme le professeur, l'enseignant va tourner un petit peu entre les groupes pour voir ce qui est en train de se dire et de s'expliquer. Il ne peut pas être partout en même temps, pas dans tous les groupes, mais il peut pointer, donner des indices en disant, pendant une présentation, en disant là, tu as oublié, par exemple, de regarder l'annulation d'une facture. Recouvre cet élément-là. Donc ça, c'est une première opportunité pour le professeur d'amener des compléments si l'étudiant ne se rend pas compte qu'il oublie complètement un aspect de la compétence, de la connaissance à obtenir. Et la dernière partie, c'est en fin de cours, lorsque le professeur reprend en plénière la présentation finale, où il peut amener des compléments là où il y aurait eu des oublis. C'est Ok, pour ça donc que cette dernière phase qu'on a mis, qui était la présentation du professeur, entre guillemets, qui est un petit peu au retour à la méthode classique, elle est importante pour nous, parce qu'elle permet justement de combler ces oublis. ok. Donc c'est principalement le professeur qui permet aux étudiants de constater leur ignorance. L'autre élément, c'est que lors des présentations plénières, ça dépend aussi un petit peu de comment ce que l'enseignant veut organiser son cours par rapport au temps à disposition. Chacun des groupes de base a les mêmes sujets par rapport au cours. Donc s'il y a 3 groupes, on va entendre 3 fois la même présentation au final. Donc là, c'est aussi une opportunité de compléter la connaissance entre les étudiants. Par contre, s'il y a beaucoup de groupes, l'enseignant pourrait décider de ne pas demander à tout le monde de présenter, de demander qu'à 1 ou 2 groupes de faire une présentation finale. Dans ce cas, l'opportunité est un petit peu plus faible de se corriger entre eux. Ok, merci. Un élément sur lequel je vais rebondir aussi, et après je lis la question de Sébastien dans le chat, c'est qu'effectivement, on a cette problématique en première année de transformer des élèves en étudiants. Et ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. On doit pas les faire passer d'une attitude plutôt passive en classe à une attitude active. On doit leur donner des rôles, doit leur donner des missions. On a des classes, ce n'est pas nécessairement le cas ici, mais d'une taille quand même relativement grande. Là, ça avait l'air d'être plutôt un petit groupe, hein, si j'ai bien vu. Alors oui, on a 24 élèves sur celui. Voilà. Donc là, je dirais que ça va encore, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de les activer. Donc, transformer cet état d'esprit
d'élèves en étudiants, c'est aussi quelque chose que ce type d'enseignement peut permettre. Donc, je lis la question de Sébastien dans le chat qui nous dit, est-ce que l'utilisation d'un prérequis pourrait améliorer l'efficacité et l'adhérence à la méthode Jigsaw? Donc, Ça dépend ce que c'est un prérequis d'un point de vue méthodologique ou bien en termes de connaissances. Là où je vois peut-être une meilleure utilisation de la méthode, ça serait non pas sur des classes de première année, mais de troisième année. Comme tu disais, des gens qui ont déjà plus de maturité, mais qui ont également eu l'habitude d'avoir des travaux de groupe ou des travaux par projet, donc des mises en application qui ressemblent plus à un contexte vraiment de l'entreprise, où les gens en équipe doivent travailler, s'échanger, collaborer de manière beaucoup plus importante que si c'est juste en première année où ils ont tendance à vouloir apprendre et acquérir la connaissance de façon passive et théorique. Avec le temps, je dirais que le cadre d'utilisation est plus favorable à telle méthode. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, il n'a pas applaudi dans le chat, mais je considère que oui. Oui, ça répond à ma question. Je me disais qu'effectivement, les sujets, des fois, s'ils sont trop complexes, pouvaient mettre en difficulté les participants. Donc, on peut imaginer des participants qui seraient plutôt en formation continue, mais ils ont déjà un bagage de connaissances assez important que n'ont pas forcément les premières années. Donc, je me dis, est-ce que en leur demandant de faire un travail en amont avec des vidéos, avec justement des lectures d'articles pour les immerger dans une immersion dans la thématique qu'ils devront traiter, pourrait améliorer l'efficacité. C'est une bonne question, mais je ne suis pas certain que ça soit le cas, parce que quand on regarde la littérature et un petit peu la méthodologie Jigsaw, on voit qu'elle peut être appliquée même à des classes d'enfantine, de primaire, pour des sujets extrêmement basiques. Donc, ça dépend en fait le niveau que l'on essaye d'atteindre dans le cadre de la classe. Et si on reste même sur un niveau de base, on peut commencer avec des élèves extrêmement jeunes qui n'ont aucun prérequis. Bon, après, pour un retour d'expérience personnelle, effectivement, lorsqu'il y a des présentations telles qu'elles sont faites dans cette méthode-là, ça dépend les personnes qui vont présenter, l'intonation qu'elles vont y donner, le non-verbal qu'elles vont utiliser, ça va capter ou pas le reste de l'auditoire. Et puis le reste de l'auditoire attend aussi son tour patiemment en disant, mon Dieu, après c'est à moi, et sont concentrés sur ce qu'ils doivent dire et faire. Donc, ils sont assez demandeurs pour une prestation magistrale des enseignants. Et de sortir de la zone de confort, moi, ça ne me dérange pas. Si, merci. Moi, j'avais aussi une question parce que j'ai l'impression, mais je dis c'est une impression, hein, mais que dans les travaux de groupe, ils ont une fâcheuse tendance à se répartir les tâches. Et justement, il y en a un, il se spécialise dans ça, l'autre, il s'occupe de ça, etc. Et puis, finalement, à la fin, ils ne savent même pas ce que les restes des membres des groupes ont fait. Alors là, est-ce qu'avec cette technique où finalement on les incite à être experts d'une thématique, il n'y a pas non plus le risque qu'ils soient justement super bons dans un point, mais qu'ils ne soient pas du tout intéressés au reste? Oui, c'est un des problèmes qu'on a clairement vu et qui rejoint aussi ce que Sébastien a dit juste avant, quand ils se préparent à être capables de présenter aux autres et du coup ils n'écoutent pas vraiment ce que leurs collègues sont en train de dire. Là, on leur force à être spécialisés. Donc, on leur donne un sujet très, très précis et ils vont travailler que ce sujet-là pour être capables de l'expliquer aux autres. Et ils ont un petit peu tendance à, des fois, ne pas écouter. D'ailleurs, on l'a vu dans les vidéos, je peux le remontrer éventuellement après. On en a certains, ils sont sur leur PC, ils n'écoutent pas du tout ce qui se passe parce qu'ils se préparent justement à être capables de transmettre la connaissance. C'est une des problématiques. Sur la durée, on a peut-être moins cette approche-là, surtout s'il y a du contenu, du matériel, donc des documents, des marches à suivre qui sont transmises aux autres étudiants. Comme ça, ils peuvent quand même réviser par la suite. Et du coup, les résultats aux examens sont assez identiques. Et oui, c'est clairement une problématique qu'on a vue. Merci. Alors, si je peux me permettre, moi je pense qu'il faut
dire qu'on passe cette méthodologie en troisième année, ce serait dommage parce qu'on a besoin que ces étudiants deviennent plus actifs et participatifs en classe. Donc, si on les bouscule un petit peu, c'est pas grave. Après, il faut leur donner les clés pour s'activer. Peut-être une solution, c'est aussi de plus communiquer. Qu'est-ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce qui va se passer. Et pour capter l'attention à la fin, quand il y a ces présentations, je vous ai partagé dans la newsletter là, de la rentrée qu'il faut absolument qu'on capte un écran pour nos étudiants parce qu'ils sont vite distraits effectivement par leur PC, par leur téléphone portable. Nous, on est la troisième priorité quelque part hein, en étant là avec eux. Donc, c'est de dire peut-être faire un book-lab où ils doivent tester s'ils ont compris ou pas, s'ils ont la bonne réponse ou pas, et de faire écrire les questions à l'expert quelque part qui devrait les challenger un petit peu. Et avec un peu de game à la fin, il y a quelque chose à gagner, un Sugus virtuel, s'ils répondent à la bonne question. Mais juste de dire les engager jusqu'au bout en disant, voilà, on peut tester aussi vos connaissances. Et puis finalement, toutes les questions qui auraient été produites, alors je dis n'importe quoi, mais 2 ou 3 par thématique, hein, pas besoin d'en faire 1000, ça leur permet aussi de réviser ensuite la thématique quand ils devront se préparer pour un vrai examen, si j'ose dire ça comme ça. C'est une bonne idée, effectivement. Alors, le côté Subus, c'est pas l'idée qu'on a eue, mais c'est une bonne aussi. C'est pour ça qu'à la fin, dans notre implémentation du Jigsaw, on avait une étape 6 qui est la réalisation d'un use case tout seul. Comme ça, ils doivent appliquer la connaissance complète. Et puis là, on peut également leur donner une correction personnalisée si on voit que certains étudiants sont complètement perdus ou bien qu'ils ne sont pas écoutés ou qu'ils ne sont pas compris. Voilà, on avait cette étape un petit peu de validation à la fin du cours qu'on a gardée justement pour essayer de corriger ces problèmes. On a Guillaume qui... Oui, je me demandais aussi, à mon avis, le moment pendant lequel on va proposer le Jigsaw et à son importance, je pense, et puis si c'est plutôt en mode découverte de la thématique ou si c'est plutôt pour travailler sur certains concepts ou alors est-ce que c'est pour se préparer un examen. Et là, je pense que ça peut être intéressant d'y réfléchir et ça peut aussi éventuellement permettre, j'imagine, en introduction peut-être d'une thématique, de rendre les étudiants plus conscients de leur ignorance parce que du coup, ils doivent essayer de présenter un contenu qu'ils ne connaissent pas encore et ils doivent au final essayer de découvrir jusqu'où vont leurs connaissances au final. Voilà, c'est peut-être une piste, je ne sais pas. Oui, tout à fait, piste intéressante. On a pris les 3 premiers cours dans notre cas, c'était pour l'expérimentation. Certaines personnes auraient peut-être choisi de prendre les 3 derniers, mais c'est peut-être juste que dans le cadre de l'introduction, c'est plus pertinent d'avoir telle méthodologie depuis une approche classique. Je pense que la bonne solution, c'est de tester parce que finalement, ce qui va fonctionner dans un contexte ne fonctionnera pas dans un autre. Ce qui va fonctionner en première année ne fonctionnera pas pareil en troisième année. Ce qui va fonctionner peut-être pour des étudiants en économie ou en informatique, ça ne fonctionnera pas tout à fait pour le travail social. Pour un petit groupe ou un grand groupe, parce que typiquement le Jigsaw, c'est assez compliqué à gérer hein, quand on est dans des grands groupes, ou alors on les fait travailler et il n'y a pas ce retour en plénière où ils restent toujours en groupe et le retour se fait en groupe. Ce qu'on sait par la science, c'est que 2 étudiants qui réfléchissent ensemble à une thématique vont tôt ou tard converger vers la bonne réponse parce qu'ils vont pas se laisser, ils vont vraiment se challenger. Ça veut dire que même si on met, et la littérature dit que c'est mieux de mettre les gens par niveau, c'est-à-dire les moins bons ensemble et les meilleurs ensemble, ils vont plus progresser vers la bonne réponse. Parce qu'il y a des bons avec des mauvais, vous voyez ce qui va se passer. Hein. Je veux dire, là, on a tous eu des cas d'école. Enfin, toujours est-il que là, je refais un petit peu de promo pour l'échec projet. Donc, je reviens sur la notion d'innovation. Donc, qu'est-ce qu'une innovation? Une innovation, ça ne veut pas dire vous inventer un nouveau concept pédagogique. Ça, on laisse aux spécialistes de la HEP et des formations de formateurs. Nous, notre travail, c'est de prendre quelque chose qui existe et de le tester dans le contexte qui est le nôtre. Donc, c'est ça de l'innovation, c'est de dire on ne faisait pas ça avant, mais on va le tester. Et puis, c'est une innovation par rapport à mon cours. Donc, n'hésitez pas, les chèques projets sont encore disponibles pour quelques mois, en tout cas jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, on ne saura pas. Enfin, on est en train de discuter, mais il n'y a pas encore de vision très claire sur ce qui va se passer en janvier 2025. Donc, profitez vraiment de cette opportunité de faire des tests chez vous. Donc, vous connaissez
la règle, c'est qu'il faut être 2 écoles. Et là, j'ai oublié de le dire en préambule, donc je le dis en conclusion, mais je tiens à saluer et excuser surtout Hervé Barras qui a participé à ce projet, qui ne pouvait pas nous rejoindre aujourd'hui parce qu'il avait d'autres obligations professionnelles. Et c'est vrai que d'avoir l'appui, alors dans ce cas-là, c'était je dirais la cerise sur le gâteau, c'est un appui pédagogique, donc qui aide vraiment sur comment est-ce qu'on peut le faire pour mieux soutenir la motivation et l'engagement des étudiants. Mais ça peut aussi être quelqu'un dans une autre école, par exemple, Sébastien pourrait bien s'associer avec, mettons, je sais pas, la haute école de santé pour dire, ben voilà, on essaye chacun dans notre contexte, puis on essaie d'apprendre ensemble qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, comment est-ce qu'on pourrait le faire, ou comment est-ce qu'on peut développer quelque chose qui serait utile dans les deux contextes. Donc, pour obtenir ces chèques projets, c'est l'obligation d'avoir 2 écoles parmi les 5 de la HESSO plus la HEP. Donc, je pense que c'est une opportunité aussi. D'ailleurs, je salue aussi Guillaume qui vient de la HEP, hein, qui nous rejoint, voilà, et qui peut être aussi un partenaire pour ces types de présentations. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a encore des questions par rapport à cette présentation qui était extrêmement intéressante. Et moi, je dirais, il faut s'accrocher. En tout cas, il ne faut jamais s'arrêter sur une première itération. Je crois que là, on est tous d'accord qu'il faut essayer au moins deux fois pour savoir si c'était cette classe-là qui avait ce comportement-là, si c'était, voilà, finalement, est-ce qu'en communiquant plus au début, pourquoi est-ce qu'on fait ça et à quoi ça les amène, en les rassurant, leur disant que ceux qui étaient là avant eux n'ont pas eu de différentiel sur leur évaluation, donc c'était pas pire, on va dire ça comme ça, mais ça pourrait être mieux. Donc, c'est peut-être des solutions. Quelqu'un voudra encore intervenir? Non. Alors, dans ce cas, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller manger si ce n'est pas encore faim. Pas encore fait, voilà. Je pense que j'ai faim, c'est ça, un joli lapsus. Et puis, je ne sais plus le prochain café pédagogique, donc je vous le rappellerai. Dans les actualités pédagogiques, il y a la prochaine masterclass de DevPro qui aura lieu le 21 novembre avec Florian Meyer. Voilà, on a Danielle qui est là, si elle veut en toucher un mot, mais je pense que je l'ai fait correctement. On a aussi Cyberlearn qui organise, sauf erreur, le 11 novembre, cette fois une réflexion autour de l'IA et je pense que ça vous intéresse bien. Et puis, n'hésitez pas toujours à aller voir les cours DevPro. Il y a énormément de nouveautés qui ont été proposées. Ça vaut toujours la peine, même si vous avez l'attestation, d'aller regarder ce qui s'y passe. Voilà. Alors, à bientôt. Merci encore, Sébastien. Et puis, voilà. Bon appétit à tous. Nous, on peut arrêter l'enregistrement. Et puis, si vous avez encore quelques minutes ou des échanges, n'hésitez pas. Merci. Bon appétit. Merci beaucoup.